Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Cyrielle Richard, elle nous présente son livre « Déficience intellectuelle de la compréhension à la prise en charge ». À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, le perfectionnisme nocif. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Sa question, pourquoi notre cerveau reste notre premier organe sexuel? Bienvenue chez nous. Vous écoutez Folie douce. Témoignages, entrevues d'experts, chroniques. Toutes les facettes de la santé mentale en une seule émission. J'accueille maintenant mon invité, Cyrielle Richard. Bonjour Cyrielle. Bonjour. Bonjour, tu deviens une habituée à l'émission, puis c'est pour notre grand plaisir. Tu viens nous parler, tu es psychologue et tu viens nous parler d'un livre qu'on a republié en fait, une nouvelle édition, ça s'appelle Déficience intellectuelle. Ça me rappelle que dans nos années de début de Folie douce, les gens mélangeaient beaucoup dans les années 90, déficience intellectuelle, santé mentale, on ne savait pas trop c'était quoi la santé mentale. On peut ne pas être déficient intellectuel et avoir un problème de santé mentale. Tu abordes le TOC, le TSA, qui est le trouble du spectre de l'autisme. Donc, comment tu peux nous présenter, puis on va avoir du temps, évidemment, pour expliquer le livre, là. OK. Alors, juste pour revenir sur l'aspect historique, justement, ce qui est, je dirais, assez paradoxal, entre guillemets, c'est qu'en France, on a beaucoup eu la pensée inverse, c'est-à-dire que si vous aviez un trouble du développement intellectuel, quelque part, il y avait cette pensée que ça allait vous préserver des troubles de santé mentale, alors que non, pas du tout. Comme tout à chacun, j'ai envie de dire que vous soyez neurotypique ou que vous ayez un trouble du neurodéveloppement, dont, justement, le trouble du développement intellectuel / déficience intellectuelle fait partie, vous pouvez effectivement présenter des troubles de santé mentale. Il n'y a pas de frontières en fait. Donc voilà, c'était le côté un petit peu paradoxal en fait entre deux endroits. Alors pour présenter le livre en fait, ce livre a une histoire assez longue finalement, puisque j'ai commencé à le rédiger, c'était en 2010. Et pour préciser un petit peu l'historique. Tu étais en France à ce moment-là? Oui, tout à fait. J'étais une jeune psychologue à l'époque, puisque j'ai travaillé à ce moment-là. Donc, c'était mon deuxième poste, en fait. Je travaillais dans un hôpital et malheureusement, c'est toujours le cas d'ailleurs en France, cet hôpital qui est un hôpital spécialisé en psychiatrie, avait 3 services qui étaient dédiés justement à l'accueil des personnes qui ont une déficience intellectuelle, plus des enjeux de santé mentale et qui se retrouvaient malheureusement à ne pas pouvoir vivre chez elles et à ne pas pouvoir rentrer dans le milieu communautaire en fait en France. Et les équipes étaient très demandeuses justement d'avoir des infos, de comprendre justement qu'est-ce qui se passait. Donc c'est là que j'ai commencé justement à rédiger les premières ébauches de ce livre, dont la première édition finalement a été publiée par Deboc en 2018. Et par la suite, en fait, pour continuer un peu la jeunesse du livre, en 2024, j'ai proposé à Deboc justement de le réécrire et d'apporter pas mal d'actualisations parce que justement, il y avait beaucoup de choses qui avaient bougé finalement. Et puis, il y avait aussi pas mal de parties sur lesquelles je n'étais plus d'accord avec moi-même, je dirais. Donc c'est important, effectivement, c'est bien que la maison d'édition a accepté, dans le fond, de publier un nouvel ouvrage qui était inspiré beaucoup, en tout cas, dont la base était beaucoup du premier. Comment on définit, comment on peut faire le portrait des déficiences intellectuelles? Ça a été longtemps très tabou. Les gens étaient souvent montrés du doigt. Beaucoup de stigmatisation. Des gens qui ont qui ont eu dans leur enfance des gens qui avaient des déficiences intellectuelles. Ces gens-là étaient souvent malmenés, un peu, on dirait, bulliés, là, avec l'expression anglophone. Comment on peut définir quelle est la situation actuellement ou comment on comprend la situation? Alors, il y a quelque chose d'assez important justement à préciser, c'est que, déjà, numéro 1, la déficience intellectuelle, on parle plus maintenant de troubles du développement intellectuel. En fait, ça fait partie de la grande famille des troubles du neurodéveloppement, au même titre que d'autres troubles, comme par exemple le trouble du spectre de l'autisme, même si toutes les personnes qui ont un TSA n'ont pas une déficience intellectuelle, évidemment, mais au même titre que aussi le TDAH, même si toutes les personnes qui ont un TDAH n'ont pas une déficience intellectuelle non plus, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, deuxième point, c'est comme le nom l'indique, il faut qu'il y ait évidemment des enjeux au niveau du développement et notamment du développement intellectuel. Donc bien souvent, on va parler en termes de QI et donc on va parler notamment de déviation par rapport à la norme, ainsi de suite, même si ce sont des personnes qui peuvent avoir totalement un profil
hétérogènes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des bonnes compétences dans certains domaines et au contraire être très fragiles dans d'autres. Et un autre point qui est très important, c'est l'aspect adaptatif. Et pourquoi est-ce que je dis que cet aspect est très important? C'est-à-dire que parmi les critères justement qui permettent de définir ce qu'est le trouble du développement intellectuel, l'aspect adaptatif en fait, est un enjeu sur lequel on va travailler forcément. Et si par exemple la personne, elle peut avoir un trouble du développement intellectuel, mais au contraire, elle est très bien adaptée dans son environnement de vie, elle est très autonome et ainsi de suite, quelque part, elle n'est pas dans les critères diagnostiques. Voilà. Oui. C'est ça, parce que dans le fond, si on dit une déficience, c'est que ça cause une problématique ou ça cause un certain handicap, entre guillemets. Mais si la personne s'est bien adaptée, puis je pense qu'il y a de plus en plus de services. Tu sais, on parle il y a 50 ans, c'était un autre monde, là, c'était comme une autre époque. Là. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour rendre les gens avec une déficience intellectuelle, un certain déficit, là, comme tu disais, de mieux s'adapter puis d'avoir peut-être des aménagements qui vont l'aider à mieux fonctionner. Là. Il y a effectivement pas mal d'offres de services, des accommodements, et puis aussi, j'aimerais en profiter pour parler un petit peu justement du travail qui est fait par la SQDI, justement, la Société québécoise de déficience intellectuelle, qui est un regroupement en fait de plusieurs organisations. Après, justement, il continue d'y avoir énormément de défis. Alors, j'ai envie de dire, paradoxalement, quand on vient de la France, on a toujours l'impression que le Québec, c'est merveilleux. C'est vrai que si on fait la comparaison, oui, c'est vraiment merveilleux. Mais il y a quand même des défis, il faut pas se voiler la face, notamment des défis autour du logement. J'ai envie de dire, voilà, autant les personnes ordinaires, neurotypiques, ont des défis actuellement à se loger, mais c'est encore plus vrai lorsque vous avez un handicap potentiel, lorsque vous avez également des challenges autres, comme par exemple, bien souvent, les personnes qui vont avoir un trouble du développement intellectuel peuvent également avoir des troubles au niveau de la mobilité et tout ça. Juste imaginons les enjeux que ça peut représenter justement pour l'accès au logement, notamment le logement ordinaire. Mais est-ce qu'il y a des préjugés de la part des propriétaires en disant « il y a la personne a une déficience intellectuelle, je vais avoir des problèmes, on va tout casser ». Est-ce qu'il y a des gros préjugés comme ça en général? Il y a des préjugés économiques. Déjà, pour commencer. Est-ce que la personne va pouvoir me payer? Par exemple, voilà. Malheureusement, c'est corrélé aussi avec d'autres problématiques, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent avoir des difficultés à accéder à l'emploi et puis surtout à avoir accès à un emploi à plein temps également. Donc automatiquement, par ricochet, ça veut dire avoir des difficultés, potentiellement au niveau financier. Même s'il y a des aides et tout ça qui existent, c'est pas toujours suffisant, notamment pour se loger, encore une fois, dans des grandes métropoles comme ici. Ouais. Et puis après, il y a aussi, évidemment, des phénomènes de stigmatisation qui peuvent également contribuer au fait que lorsque vous êtes un propriétaire et que vous avez 50 dossiers qui vous arrivent, vous n'allez peut-être pas forcément regarder les dossiers de ces personnes. Oui, tout à l'heure, Cyrielle, tu disais donc que tu avais tu avais écrit ce livre-là il y a plusieurs années, Déficience intellectuelle. Qu'est-ce que tu dirais que tu as changé beaucoup dans la nouvelle édition? Parce que tu disais qu'il fallait que tu réécrives pour que ça soit plus en ligne avec ce qu'on vit aujourd'hui. Comment tu pourrais le définir, finalement, la nouvelle édition? Qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'il y a de moins? Je ne sais pas. Alors, je pense que ça reflète déjà le changement de mon point de vue. C'est-à-dire qu'au tout départ, quand je l'ai écrit, comme je dis, je travaillais en hôpital et c'est vrai que mon point de vue sur la première édition est très centré médical. Et très collé sur le milieu médical. Tout à fait. Et puis, finalement, je dirais, avec mon évolution professionnelle et tout ça, puis aussi, ce livre-là m'a ouvert aussi la possibilité d'intervenir en tant que formatrice dans pas mal d'endroits. Et ça m'a permis notamment de voir d'autres pratiques, d'autres façons également aussi alors, à la fois prendre soin quand il y avait des soins, mais également d'accompagner socialement et ainsi de suite les personnes. Et ça a fait changer également mon point de vue, c'est-à-dire me décentrer un peu de ce référentiel médical. Je parle notamment également dans ce livre beaucoup plus du référentiel de la sociologie, notamment. Donc voilà, ça fait partie un petit peu des apports. Ouais. Et puis après, j'ai aussi parlé davantage de certains syndromes que je n'avais pas abordés dans la première édition. Tout comme j'ai eu l'occasion de reparler de certaines, entre guillemets, fake news, notamment autour du trouble du spectre de l'autisme, parce qu'il y en a énormément. Et beaucoup, on va dire, on a du mal à les débunker, on va dire. Et ça s'est beaucoup répandu ces dernières 10 ans, là, les fake news, c'est assez récent. Là. Qu'on parle de fake news, l'Internet existait, mais on a l'impression que ça a explosé, peut-être avec la coïncidence de la pandémie ou un peu après, mais je pense que ça a comme fait...
c'est devenu très présent partout dans les médias sociaux, entre autres. Mais justement, puisqu'on parle de la pandémie, j'ai envie de parler aussi de quelque chose, c'est que lors de la pandémie, je travaillais encore en hôpital et c'est là aussi que j'ai pu avoir une certaine prise de conscience d'à quel point, justement, malheureusement, les personnes qui sont déjà vulnérables, que ce soit par des problèmes de santé, des problèmes annexes autour du développement et ainsi de suite, malheureusement peuvent aussi rapidement se retrouver vulnérables dans ce genre de circonstances. Elles sont beaucoup plus à risque de se retrouver isolées, mais même lorsqu'il y avait justement des surcharges au niveau des hôpitaux, malheureusement, beaucoup de professionnels de santé se sentaient justement assez libres pour dire que ils allaient prioriser certaines personnes et que malheureusement, ils n'allaient pas les considérer dans leur priorisation. Les autres un peu laissés de côté. Alors, la situation a dû revenir un peu à la normale, heureusement. À qui s'adresse ton livre, Déficience intellectuelle? Tu l'écris dans le but de le faire lire par qui? Le plus de monde possible, mais encore. Alors, je dois avouer qu'au départ, mon public cible, c'était justement des professionnels et ça reste, encore une fois, les lecteurs privilégiés. J'allais dire tout ce qui va être, évidemment, mes pairs, c'est-à-dire des psychologues qui soient spécialisés ou non, mais également des étudiants, ainsi que des médecins, des infirmiers, les ergothérapeutes, ergonomes, également d'autres professionnels qui vont travailler, accompagner des personnes qui sont avec un trouble du développement intellectuel. Oui, on va mentionner d'ailleurs où est-ce qu'on peut le trouver. Avant de terminer, on a encore une couple de minutes. Est-ce que, souvent la question que je pose, mais qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour améliorer la perception face aux personnes qui ont des déficiences intellectuelles en société? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense que ça passe beaucoup par les médias, honnêtement. Je voudrais saluer, d'ailleurs, justement, ici, les médias, je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup plus ouverts, encore une fois. Et puis, notamment, par exemple, pour Je danse avec les stars comme émission, où nous avons quelques belles personnes qui viennent représenter, justement, les personnes qui ont un trouble du développement intellectuel. Donc, c'est une façon aussi de montrer que ça existe, puis c'est pas sorcier, puis oui, on peut vivre avec... Nous avons eu aussi, ces dernières années, beaucoup plus de personnes qui sont porteuses de trisomie 21, qui ont été... médiatisée, que ce soit dans le domaine, par exemple, en tant qu'actrice, ou que ce soit en tant que modèle de mode, enfin voilà. Les gens sont moins cachés, là, excusez l'expression, mais à une certaine époque, je pense qu'on cachait les gens. Là. Oui. Il y en a toujours eu, mais c'était toujours un peu honteux, puis en même temps, les parents n'ont pas à être honteux de ça, là, ça arrive. Là. Parfaitement, exactement. Ouais. Et je pense que ça passera beaucoup par les médias, puis je pense que ça passera aussi beaucoup par des actions militantes. On ne parle pas assez, justement, des groupes de personnes concernées. On parle parfois des parents, des organisations de famille, mais il y a aussi des organisations avec des personnes directement concernées. Et je pense qu'elles aussi, elles ont beaucoup à dire et il faudrait davantage leur donner la parole. Oui, il faut leur donner le micro et la visibilité. Donc, ton livre « Déficience intellectuelle » de Cyrielle Richard, toi-même, on peut le trouver, c'est aux éditions de Box Supérieur. De Box, c'est ça, Supérieur. Et on peut le trouver, je pense, un peu partout, entre autres Nobré. Est-ce qu'on cherche d'une autre façon ou c'est pas mal ça? On peut le trouver également, j'allais dire chez toutes les bonnes librairies, effectivement. Il y a les libraires aussi, je pense. Leslibraires.ca. Je crois bien qu'il est chez Gallimard aussi à Montréal. C'est une édition récente, donc Déficience intellectuelle. Merci beaucoup, Cyrielle, d'avoir été des nôtres. Et puis, bonne continuation dans ta pratique de psychologue. Et puis, à une prochaine, ça va être intéressant de te recevoir à nouveau. Merci de m'avoir reçu. Merci, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio. Nous voici maintenant rendus au segment Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Aujourd'hui, ton sujet, le perfectionnisme nocif. Oui, le perfectionnisme nocif. Est-ce que toi, tu es perfectionniste? Oui, mais pas que ça soit nocif, à mon avis. Là. On a déjà parlé du perfectionnisme, ça peut devenir, mais je pense que oui, je suis perfectionniste, mais... à un moment donné, il faut arrêter. Oui, c'est ça. On peut tomber dans l'excès. Moi aussi, je pense que je suis perfectionniste, mais je suis d'accord avec toi. À un moment donné, il faut... C'est une qualité dans ce qu'on fait, là, d'avoir des émissions de qualité, le bon son, etc. Je pense que c'est important d'être perfectionniste. Mais on va voir au fur et à mesure de la lecture de cet article là, que ça peut aller trop loin et causer des problèmes. Maintenant, je vais commencer, comme je fais souvent, avec une définition. Une définition du mot perfectionnisme qu'on retrouve tout simplement sur le site Wikipédia. Alors, on nous dit le perfectionnisme en psychologie consiste à se comporter comme si la perfection
pouvait et devait être atteinte. Sous sa forme extrême et pathologique, le perfectionniste considère toute imperfection comme inacceptable. Le psychologue Don Hamacek a décrit 2 types de perfectionnisme. Les perfectionnistes normaux qui retirent une réelle sensation de plaisir du travail exigé par un effort soutenu, alors que les perfectionnistes névrosés sont incapables d'éprouver de la satisfaction parce que, à leurs yeux, ce qu'ils font ne semble jamais assez bien pour justifier une telle satisfaction. Le psychiatre David Burns, de son côté, définit les perfectionnistes comme des gens qui s'efforcent compulsivement et sans trêve d'atteindre des buts irréalistes et qui jugent leur propre valeur exclusivement en termes de productivité et de performance. Alors, maintenant, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet et qui s'appelle « Perfectionniste, 10 signes que la perfection devient nocive. » Toujours bon, les top 10 comme ça. Ça fait mieux comprendre des fois le sujet. Là, oui. Alors, j'ai pris ça sur le site qui s'appelle La Clinique E-Santé. C'est un site que je vais visiter à l'occasion, que j'aime bien. Alors, c'est un article, rédigé par une personne du nom de Margot, qui est rédactrice web. Ça me fait rire. C'est des prénoms là-bas, hein? On ne donne pas les noms de famille. Oui, mais c'est justement, je trouve ça un peu... L'anonymat, peut-être. C'est un peu bizarre. Ou on veut faire plus friendly. Je ne sais pas du tout, en tout cas. Parce que je pense dans une autre émission, tu faisais mention d'un texte, puis c'était un prénom aussi. Oui, c'est vrai. Il y a des gens où des fois, on attribue l'article à une équipe de rédaction. Ouais. Ici, dans ce cas-là, c'est Margot. Mais ça me fait plaisir. Ah oui, on la salue. On la salue. Bonjour, Margot. Alors, Margot nous dit, vous pensez que les normes élevées que vous vous imposez affectent votre estime et votre confiance en vous et en vos compétences. Vous vous interrogez sur le ou les moteurs qui participent à ce perfectionnisme toxique. Dans la quête incessante de l'excellence, le perfectionnisme émerge comme un trait de personnalité complexe. Le perfectionniste aspire à l'accomplissement optimal dans tout ce qu'il entreprend. Mais derrière cette recherche de perfection se cache parfois une facette nocive qui mérite d'être soulignée. Margot nous dit « La définition du perfectionniste nécessite une exploration minutieuse de ses nuances. » Le perfectionnisme peut être décrit comme un désir intense d'atteindre des normes élevées, combiné avec une insatisfaction perpétuelle envers les résultats obtenus. C'est un moteur interne qui pousse à viser l'excellence à tout prix, souvent accompagné d'une autocritique rigoureuse. Cependant, nous dit Margot, il est crucial de faire la différence entre le perfectionnisme sain et nocif. Dans sa forme saine, le perfectionnisme agit comme un catalyseur de réussite. Il incite à se surpasser, à travailler dur et à persévérer face aux défis. Le perfectionnisme sain favorise un sens aigu du détail et de l'organisation, ce qui contribue à l'excellence dans les domaines d'intérêt. Cependant, lorsque le perfectionnisme bascule dans l'extrême, il peut devenir une source de détresse et de dysfonctionnement. Se retrouvant pris dans un cycle de standards inatteignables et de critiques constantes, le perfectionnisme nocif est un piège difficile à éviter. Cette quête obsessionnelle de la perfection conduit souvent à l'anxiété, à la dépression, voire au burn-out. Les relations interpersonnelles peuvent en souffrir car la personne en recherche de la perfection exige souvent des autres le même niveau d'exigence qu'elle s'impose à elle-même, ce qui peut être déconcertant pour son entourage. Bien que le perfectionnisme puisse être un moteur puissant de réussite, il est essentiel de reconnaître ses limites et de savoir quand il devient contre-productif. Reconnaître une personne en quête de perfection, nous dit Margot, peut parfois être délicat, car ce trait de personnalité peut se manifester de différentes manières. Cependant, certains signes permettent souvent de l'identifier. En observant attentivement le comportement d'une personne, vous pouvez repérer des schémas révélateurs qui indiquent une tendance au perfectionnisme. Voici quelques signes
du perfectionniste. Alors, voici ma liste, Yvan. Oui, le début de la liste. On va certainement poursuivre au prochain bloc. Oui. Alors, le signe numéro 1, ce serait une peur de l'échec. Les personnes exigeantes envers elles-mêmes se fixent des objectifs élevés et ressentent souvent une anxiété intense à l'idée de ne pas les atteindre. Merci, Pierre. On poursuit donc plus tard à l'émission avec le même thème. À venir dans cet épisode de Folie douce, Catherine Stassin répond à la question « Pourquoi notre cerveau reste notre premier organe sexuel ?» À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec le perfectionnisme nocif. Vous voulez échanger avec nous? Vous désirez participer à nos productions? Notre site web est antenne.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. On y va maintenant avec la chronique de Catherine Stassin. Bonjour Catherine. Bonjour Yvan. Bienvenue encore une fois à l'émission. Ton sujet aujourd'hui est la question « Pourquoi notre cerveau reste notre premier organe sexuel? » Ah bon? Ah oui, si vous ne le saviez pas, C'est le vrai, cerveau, c'est un organe sexuel, C'est un notamment. organe, puis donc tu vas nous expliquer pourquoi. Un organe est sexuel parce qu'en fait, c'est le siège d'hormones qui vont réguler notre comportement sexuel. C'est en ça que c'est le premier organe sexuel de notre corps, en fait. Ça parce que si ça ne fait. fonctionne pas là, ça va fonctionner nulle part. Ça part de la tête. Voilà, exactement. Et il va donc réguler ces hormones qui vont diriger, on peut le dire comme ça, notre comportement sexuel, ou en tout cas l'influencer fortement. D'accord? Et bon, ce que je vais vous dire, c'est des choses fort... sur la base scientifique, hein, mais on va vulgariser les termes, mais on peut se dire, oh là là, mais est-ce qu'elle ne va pas tuer l'amour? On va vulgariser, mais ça ne sera pas vulgaire. Oh, ce ne sera pas vulgaire, certain, sauf ceux qui ont l'esprit mal tourné. Ouais. Mais on va vulgariser. On va vulgariser à fond, mais on a peur de tuer la magie de l'amour. Non, on va toujours la garder, la magie de l'amour, parce qu'on va voir que la biologie ne fait pas tout. Non. D'accord? Donc oui, de la production d'hormones, ça régule un tas de choses, mais il reste un mystère. Donc la magie de l'amour, elle n'est pas encore expliquée. Hein? Donc vous pouvez mettre ensemble sociologue, philosophe, éthologue, sexologue, etc., j'en passe. Il n'y a pas une définition qui va permettre de produire, en tout cas l'amour entre deux personnes, c'est impossible. Ouais. Donc ça arrive comme ça, c'est tout. D'accord? Donc, ici, comme disait un chercheur, c'est pas parce qu'on cherche à connaître la composition chimique d'un parfum qu'on lui retire le fait qu'il sente bon. Donc ça, c'est un petit peu une analogie qu'on peut faire pour essayer de comprendre les mécanismes de l'amour. Ouais. Et ici, les mécanismes hormonaux, donc produits par le cerveau. Et comme je disais, il y a des tas de disciplines qui s'y mettent, hein, mais bon, il n'y a personne qui peut donner de manière radicale, dire voilà, ça va fonctionner, suivez la recette, madame ou monsieur, et ça va fonctionner, vous allez trouver l'âme sœur. Ça ne marche pas comme ça, d'accord? Il y a autant de gens, beaucoup de gens différents, donc il n'y a pas une recette unique. Là, non. Même s'il y en avait une. Là, non, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, par contre, il y a identification, parce que les scientifiques, ils font des déductions, et donc ils ont identifié quand même qu'il y avait des phases dans l'amour. D'accord? Et donc, la toute première phase, on parle de la phase quand les gens tombent en amour. D'accord? On tombe amoureux. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Là, ils ont été capables de dire... et puis quelqu'un qui vit ça est capable de dire « Oh oui, ça y est, je suis amoureux. Hein. » On est capable de le dire en général. Certains vont dire « On monte en amour aussi. On tombe en amour ou on monte. » Mais mon Dieu, parce que, allez, il y en a certains qui ont dit « On monte parce que c'est oui, on parce que ça vous élève sur des sphères qui ne sont pas très, entre guillemets, quotidiennes et naturelles. Enfin, naturelles du quotidien, en tout cas. C'est un peu comme irréel, des fois. Là. Voilà. C'est ça. Totalement.
Et en fait, ce qu'on voit, c'est que à cette phase-là, et c'est très intéressant, c'est que les zones du cortex préfrontal qui sont fort dédiées au jugement, donc à l'esprit critique, au jugement, on va analyser la situation, etc., elles sont éteintes carrément. Donc ça en dit beaucoup. Bon, ouais. Quand on dit l'amour est aveugle, c'est pas une légende, ça par contre. C'est que vraiment on éteint notre préfrontal, notre cortex préfrontal. Ça c'est vraiment des études qui le prouvent. Et donc cette phase-là, c'est sûr, la magie est totalement là. Vous êtes sur un petit nuage, comme on dit donc notamment. C'est moins réfléchi, là, c'est moins, il y a moins de réflexes de se poser des questions. Le jugement n'est plus là. Il n'est plus là clairement. C'est très clair ça. Hein. Donc, il se passe des tas de choses, peut-être, malheureusement, c'est utilisé par certains pour exploiter certaines personnes, mais il va se créer un patchwork neuronal, hein, donc comme on dit un patchwork en français, je ne sais plus. Et donc, on comprend ce que tu veux dire. C'est ça, un schéma des connexions neuronales et une activité chimique, mais du tonnerre. Quoi. Vraiment, c'est un feu d'artifice. Alors, qu'est-ce qu'on a de base ? Coup de foudre. Du tonnerre. Du tonnerre, oh mon Dieu, je te laisse ta blague. Hein. Un coup de foudre, c'est du tonnerre. Alors, il y a la dopamine. Et il y a aussi, donc, cette dopamine, elle va permettre d'engranger un tas de souvenirs. Oh, mais je me rappelle, en général, on se rappelle très très bien de cette phase où on est tombé amoureux, on est allé à tel resto, on a vu tel film, et quand j'ai vu le film, t'as dit ça, j'ai dit ça. C'est toute la dopamine qui permet ça, de vraiment ancrer ses souvenirs. Cette fameuse drogue naturelle. Ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant ici, c'est que la zone activée par le coup de foudre ou qui se déclenche à la folie, eh bien, cette zone n'est pas activée avec l'amour parental ou l'amitié. Donc, les gens qui s'aiment très, très fort, les meilleurs amis, ou une maman ou un papa qui aime très fort son enfant, eh bien, cette zone n'est pas du tout activée. Donc, on voit qu'il y a bien une différence avec l'amour, entre guillemets, romantique. Ouais. D'accord ? Alors, oui. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, en général, à ce moment-là, il y a aussi, c'est accompagné d'une sexualité extraordinaire. Mais pourquoi ? Parce que c'est une situation extraordinaire au niveau hormonal. Donc, ça fuse de partout. La dopamine vous met sur un high pas possible. Et puis là, se mêle à ça aussi la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, et la testostérone, qui vous déclenche aussi une énergie pas possible. Donc, tout ça intervient sur votre désir, votre libido, et même le choix du partenaire vous dit « Oh, c'est le bon, c'est le bon, c'est le bon ». Il n'y a plus de jugement. Hein. On voit zéro défaut, quasi. Comme tu disais tantôt, le jugement était off, comme on dit. Voilà, à moins d'avoir connu les défauts avant, mais peut-être qu'ils s'éteignent un petit peu à ce moment-là. On les voit moins, tu sais quoi. Alors voilà, maintenant, oh là là, on arrive à une deuxième phase dans l'amour et on passe de cette passion, de cette folie un petit peu amoureuse à l'attachement. Ça dépend des personnes. Ça peut aller jusqu'à 3 ans. La phase super amoureuse, ou ça peut être différent pour certaines personnes. Hein. Donc, ça peut être plus court. Pierre avait déjà fait une chronique là-dessus, il me semble. L'amour dure 3 ans. Ça fait longtemps. Oui, il y a un film là-dessus, il y a un bouquin là-dessus. Puis encore, comme tu dis, il y a des gens, ça ne sera pas le cas. Ça va être plus long que 3 ans. Beaucoup plus court. 3 mois, 3 ans ou 30 voilà. ans. Il y a des gens qui vivent une passion un mois, après ils ne se connaissent plus, plus se voir et discutent. Bon. Des vraies âmes sœurs, ça va durer plus longtemps. On espère. Ouais. Mais bon, on peut se poser aussi la question, est-ce que c'est vraiment ça l'amour ? Mais ça, on va y arriver. Est-ce que la folie amoureuse, c'est ça l'amour ? Ouais. Bon, là, on arrive à la deuxième partie. On va passer de la passion à l'attachement. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Eh bien, les hormones stéroïdiennes, les hormones que je venais de citer, elles vont être un petit peu apaisées. Et elles vont faire place à d'autres choses, à des petits projets ensemble, à un attachement, à être content de voir la personne. Oh ben tiens, il vient me chercher, je l'avais pas vu, il n'était pas venu me chercher au travail depuis longtemps, ou elle, je vais faire une activité sportive avec elle, et alors que j'en faisais tout le temps avant, je décollais pas. Et puis là, ça vous fait plaisir. Donc, ce sont 2 autres hormones. On appelle la vasopressine et l'ocytocine. Après, je vous laisse tranquille avec le nom d'hormones compliquées.
Et là, c'est des hormones qui vous permettent de réduire votre pression artérielle et de vous détendre totalement. Donc, c'est sûr que ça permet une détente et un attachement à la personne et un apaisement de l'état amoureux, un apaisement de la dopamine, de la sérotonine, pas une réduction totale, parce qu'on en a besoin, mais un apaisement de cette folie, de cette bataille d'hormones, d'accord? Et ça vous donne un état de bien-être, cet attachement. Donc, chaque fois que vous allez voir cette personne, vous allez être content de la voir. Il y a toujours quand même, vous savez que vous avez un attachement amoureux, si c'est ça qui dure. Je veux dire, vous allez avoir quand même cet attachement amoureux et pas juste amical. On est d'accord? Alors, c'est très important cet attachement et il ne faut pas l'amoindrir en disant « oui, mais on perd cet état d'effervescence un peu fou ». Mais oui, mais et si c'était important dans le fond? Et si là, on allait permettre par ce processus de trouver l'amour à long terme ou l'amour tout court, hein, peu importe la durée de l'amour. Et donc, en fait, cet attachement, une anthropologue a dit que c'était important, mais ça, on reste dans le schéma très traditionnel de la famille, hein, ça va peut-être changer dans le futur, c'est que cette étape d'attachement, elle permet la perpétuation de l'espèce. C'est-à-dire, et vous allez vous dire, oh ben ce partenaire, je veux bien avoir un enfant, que ce soit 2 filles et 2 hommes aussi d'ailleurs, ça ne doit pas être un homme ou une femme, il dit, tiens, j'ai quand même envie d'avoir une famille avec cette personne. Et ça, ce serait entre guillemets, créé biologiquement pour qu'il y ait un attachement et une perpétuation de l'espèce. Ça, c'était une petite remarque un petit peu anthropologique sur le côté. Maintenant, on arrive à la 3e partie. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que là, on se casse la figure? Est-ce qu'on arrête les hormones? Est-ce que le cortex préfrontal prend le relais? Hein? Et puis dit le jugement, la critique, est-ce que c'est fini et tout? Eh bien, en fait, non. Parce que si c'est l'amour véritable, ça vous permet, cette 3e phase, de rester attaché à cette personne. Vous pouvez, ceci dit, toujours réactiver la passion dans cet attachement continu et une personne dont vous aimez profondément les qualités et vous aimez profondément le comportement. Et la personne en elle-même, vous connaissez aussi ses défauts à ce stade-là, d'accord? Mais elle vous intéresse au point que vous êtes prêt aussi à réanimer la passion de temps en temps pour si vous en avez besoin, dans le fond. Il y a des couples qui aiment ça tranquille, hein, donc c'est chacun choisit comme il veut. Donc, ce qu'on remarque ici, et ça, je vais quand même citer le grand philosophe et sociologue Edgar Morin, qui a 104 ans, hein, ce grand monsieur, et qui dit qu'en fait, l'humain est 100% et est fait de 100% de nature, de biologie, et donc de comportement dû à une création biologique, mais il est aussi 100% culture. Donc, tout ce comportement sexuel que déclenche le cerveau, il y a aussi une part après de culture qui va faire que est-ce qu'on va continuer à développer, comment on va continuer à développer aussi, tiens, mais pourquoi je suis tombée amoureux de lui et pas d'un autre? Donc, c'est tous des éléments qui viennent en même temps que le physiologique et le biologique, d'accord? Cette culture, tous ces éléments sociologiques et personnels de la famille, d'historique, ça va rentrer dans notre comportement sexuel, d'accord? Donc, on peut dire que pour le moment, les neurosciences préorganisent le comportement sexuel, hein, elles vous expliquent tout ça, mais c'est la culture qui va faire que vous pouvez avoir un comportement, que vous décidez de votre comportement à votre guise, d'accord? Et on voit bien là que la sexualité est vraiment une science transdisciplinaire, hein, comme disait aussi Morin. On va avoir des références toujours intéressantes. Encore une fois, tu nous amènes tout le temps des bons liens qu'on va placer dans notre site web, antenne.qc.ca, dans la section mentionnée à Folie douce. Ta chronique, pourquoi notre cerveau reste notre premier organe sexuel. On a mieux compris ce que c'était. Alors, à la prochaine. Je suis bien contente. Ben oui, merci pour ça. À la prochaine. Au revoir. Bye. Vous êtes à l'écoute de Folie douce, l'émission qui vise à changer les perceptions négatives reliées au monde de la santé mentale. Nous poursuivons maintenant à l'espresso allongé, Pierre, avec le même sujet que tu as commencé plus tôt dans l'émission.
Le perfectionnisme nocif. Oui, parce qu'on voit que le perfectionnisme, c'est une bonne chose, mais ça peut aller à l'excès et causer des problèmes. Oui, de base, c'est très bon. Là. Nous-mêmes, on l'est, on se disait ça tantôt, on est perfectionniste. Oui, alors, d'après un article que j'ai pris sur Internet qui s'appelle « Perfectionniste 10 signes que la perfection devient nocive », mais j'ai vu en fait sur le site, il y en a 9. Ah, il y en a peut-être un caché. Hein? Dans les chansons des Beatles, des fois, il y avait un message caché, peut-être caché quelque part. Alors, ça vient du site La Clinique E-Santé. C'est écrit par Margot. Oui, notre nouvelle meilleure amie. Ben oui, parce qu'il n'y a pas de nom de famille. C'est sympathique. Elle peut être intéressante quand même. Oui, sûrement. Alors, les signes qui pourraient traduire qu'on est trop perfectionniste. Alors, le signe numéro 1, je l'ai lu tantôt, mais je le répète, c'est une peur extrême de l'échec. Margot nous dit les personnes exigeantes envers elles-mêmes se fixent des objectifs élevés et ressentent souvent une anxiété intense à l'idée de ne pas les atteindre. Signe numéro 2, la procrastination due à l'angoisse de la perfection. Confrontée à des tâches qui nécessitent un haut niveau de précision ou de performance, la personne aux exigences élevées peut ressentir une anxiété intense qui la pousse à retarder l'exécution de ses tâches. Signe numéro 3, une rigidité dans les routines et les attentes. Elles peuvent être extrêmement attachées à leur routine et se sentir anxieuses ou perturbées lorsque celles-ci sont modifiées. Signe numéro 4, Margot nous dit une insatisfaction chronique des performances. Quels que soient les résultats obtenus, elle trouve toujours des aspects à critiquer et à améliorer. Signe numéro 5, des réactions excessives aux critiques. Même les commentaires constructifs peuvent être perçus comme des attaques personnelles. Signe numéro 6, une priorisation constante du travail au déprimant de la santé personnelle. À titre d'exemple, un perfectionniste peut travailler tard dans la nuit, sacrifiant son sommeil pour perfectionner un projet professionnel. Ça, je pense que ça arrive à beaucoup de gens. Oui. Signe numéro 7, l'isolement social. Cet isolement peut entraîner un sentiment de solitude et aggraver les problèmes de santé mentale. Signe numéro 8, une tendance à la dépression ou à l'anxiété. Bien souvent, nous dit Margot, l'anxiété de performance est étroitement liée au perfectionnisme, car la peur de ne pas être parfait entraîne une détresse émotionnelle intense. Signe numéro 9, l'épuisement professionnel. Le perfectionniste au travail peut se retrouver dans un cycle épuisant de surmenage et de stress chronique car il cherche à atteindre des normes trop élevées et parfois irréalistes. Maintenant, comment gérer le perfectionnisme nocif? Oui, des solutions. Oui. Tout d'abord, il est crucial d'établir des objectifs réaliste. La personne en quête de perfection a souvent tendance à se fixer des standards irréalistes, ce qui alimente un cycle perpétuel de déception et d'autoflagellation. En se fixant des objectifs atteignables et en célébrant les progrès, elle peut progressivement briser ce schéma autodestructeur. Apprendre à se féliciter pour les petites victoires et à reconnaître ses limites contribue à cultiver un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. L'autocompassion est une autre clé essentielle dans la gestion du perfectionnisme nocif. Plutôt que de se critiquer pour ses erreurs et ses imperfections, il est important de cultiver une attitude bienveillante envers soi-même. Pratiquer l'autocompassion implique de se parler à soi-même avec gentillesse et compréhension, comme on ferait avec un ami qui traverse une période difficile. Se rappeler que personne n'est parfait et que l'échec fait partie intégrante du processus d'apprentissage peut aider à désamorcer les pensées perfectionnistes autodestructrices. Finalement, prendre soin de sa santé mentale dans son ensemble est essentiel pour contrer les effets néfastes du perfectionnisme, nous dit Margot. Cela peut inclure la pratique régulière de techniques de gestion du stress, telles que la méditation, le yoga ou la respiration profonde. S'engager dans des activités qui procurent du plaisir et du bien-être, comme la pratique d'un loisir ou passer du temps avec des proches, peut également aider à réduire la pression.
Le perfectionnisme peut donc parfois masquer des peurs profondes d'échouer ou d'être jugé par les autres. Mais en comprenant les racines psychologiques de ce trait de personnalité, il devient possible de mieux le gérer et de trouver des moyens plus sains d'atteindre ses objectifs. Et merci Pierre pour ça. Ça me faisait penser, le perfectionnisme, Pierre, c'est une idée comme ça, mais dans les réseaux sociaux, j'ai l'impression que les gens cherchent toujours la perfection. Tu sais, ils vont mettre une image parfaite, les gens bien maquillés, toujours sur leur 36, là, mais est-ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que le perfectionnisme, ça coupe pas un peu la vraie vie, en fait? Ouais, c'est une bonne question à se poser, mais c'est peut-être aussi quasiment une maladie du siècle, parce que tu parles des photos. Oui, on peut retoucher nos photos, tu sais, en allant sur Photoshop. Ouais. Il existe d'autres sortes aussi de logiciels. Oui, c'est sûr. Tout le monde veut bien paraître. Peut-être tu vas me dire, mais oui, c'est peut-être un mal du siècle aussi, le perfectionnisme. Mais des fois, c'est au naturel. Des fois, on disait à la blague, des fois, dans nos émissions, même s'il y a une erreur, c'est pas grave parce que c'est beau d'être perfectionniste, mais c'est correct aussi d'avoir des fois des erreurs, des petites erreurs. Là, ça donne une petite touche humaine, peut-être. Exactement. Donc, merci pour ce sujet, Pierre. Donc, le perfectionnisme nocif. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Quelques instants avant de terminer cet épisode de Folie douce. Alors, merci beaucoup, Pierre, pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Bienvenue, mon cher. Merci aussi pour ton sujet de cette semaine, à l'espresso et à l'espresso allongé, le perfectionnisme nocif. Ouais. Merci pour ça. Notre invité en début d'épisode était Cyrielle Richard et nous a présenté son livre « Déficience intellectuelle, de la compréhension à la prise en charge ». Notre collaboratrice Catherine Stassin a répondu à la question « Pourquoi notre cerveau reste notre premier organe sexuel ?» C'était donc Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.